un thème qui est d'actualité, puisque on va dire ça allie à la fois le vignoble et l'environnement des vignobles, avec l'impact qu'on peut avoir sur le vignoble. Et on va dire la qualité des interventions et le contenu des interventions qui sont à la fois précis et très larges, puisqu'on passe de la greffe à l'arbre, en passant par la vie au niveau des sols. On a toujours à apprendre sur ce thème-là et c'est génial de pouvoir être rassemblé avec que des personnes qui sont intéressées par ces sujets-là, comment faire revenir la biodiversité dans les vignobles, comment adapter nos pratiques pour rendre les vignobles toujours plus résilients. Et moi qui viens de Champagne, pouvoir partager avec nos partenaires du Sud, c'est hyper riche. C'est hyper riche. Bonjour tout le monde, je m'appelle Armin Bischoff, je viens de l'Université d'Avignon et de l'INBE. INBE, c'est une unité de recherche qui est basée à Marseille, mais on a une antenne quand même assez importante à Avignon. Donc je ne suis pas basé en centre-ville, je suis basé 10 km d'ici à Gros-Parc. Tout d'abord, j'aimerais remercier aux organisateurs pour cette invitation et l'occasion de présenter nos résultats sur notre recherche concernant la restauration de la biodiversité dans les vignes. D'abord, je vais faire un état des lieux sur la biodiversité qu'on peut trouver notamment dans la végétation interne des vignes. Et après, je vais passer à la possibilité de restaurer ou aménager cette biodiversité. Vous pouvez voir mes co-auteurs là qui ont fait peut-être un peu plus de travail même sur le terrain, Émile Meloul, Chloé Blaise, Léo Rocher, qui sont en thèse ou étaient en thèse avec moi, et Olivier Blythe, qui a avec moi piloté ces travaux. Les partenaires en général, j'avais déjà évoqué l'INBE et Avignon Université. Il s'ajoute aux co-auteurs encore Raphaël Gros, qui s'occupe de nos travaux sur le sol, que je ne peux pas présenter aujourd'hui, le programme ne permet pas, je vais me concentrer sur la végétation des arthropodes, insectes et araignées notamment. Il y avait une partie socio-économique qui a été menée par Marc Charmichan de l'INRAE. Il ne faut pas oublier nos partenaires viticulteurs, donc il y a notamment la coopérative viticole Marenon dans le Luberon, qui nous a beaucoup aidés, qui est aussi partenaire dans le nouveau projet, et les CAF coopératifs associés. Et les financeurs EcoRev, l'Union européenne via le projet Life Wine Adapt et l'entreprise Aresto. Comme vous le savez, je pense que c'était déjà discuté hier. D'ailleurs, je m'excuse, je n'étais pas là hier parce qu'on avait l'Assemblée générale de notre unité de recherche. La viticulture est une forme d'agriculture qui est relativement intensive, une consommation des pesticides assez importante. Les chiffres sur à peu près 3% de la surface agricole en France, vous avez une consommation de 20% en tonnage de pesticides, notamment des herbicides et des fongicides. Donc tout ça a amené, depuis cette utilisation des herbicides, pesticides en général, à une baisse de la diversité dans les vignes. Tout ça a commencé à peu près après la Deuxième Guerre mondiale avec la Révolution verte et l'utilisation systématique de l'engrais synthétique et des pesticides. Et avec ça, aussi une certaine perte des fonctions écologiques, ce qu'on appelle services écosystémiques, les services de la biodiversité qui sont positifs pour les viticulteurs même. Un exemple de Paydex, ça c'est pas exactement notre zone d'étude, mais je n'ai pas les chiffres précis sur notre zone d'étude. Paydex, ça touche juste les Luberon, notre zone d'étude. Et vous pouvez voir que la pratique concernant la gestion des intrants dans les vignes est toujours majoritairement, ici en violet clair, un travail de sol entre les septes vignes. Et les vignes en herbe représentent à peu près la moitié des vignobles dans le coin.
Dans le Luberon, il y avait des initiatives d'améliorer la situation. Il y a un programme agri-environnementaux piloté par le Parc national régional du Luberon. Mais ce programme n'était pas bien accepté. Les conditions n'étaient pas super favorables pour les viticulteurs. Donc l'idée, c'était au moins en herbier un rang sur deux. Voilà, c'était un semi-annuel. Mais bon, ça n'a pas super bien marché. Mais ça montre qu'il y a quand même une réflexion de changer la situation, de revenir à un niveau de biodiversité plus important. Parce que avec le travail de sol entre les rangs, il y a clairement les effets négatifs. Il y a notamment un effet négatif qui, là, il n'y a pas trop de discussion. Il y a beaucoup d'études qui ont confirmé ça. Il y a plus d'érosion, il y a un tassement de terre, il y a un transfert des intrants, donc ça bouge plus, ça ne reste pas dans le système. Il y a une perte de matière organique, une perte d'activité biologique. Et ce qui est un peu moins prouvé, bon, il y a récemment quand même pas mal d'études à l'échelle européenne qui montrent ça, qu'il y a la perte de la biodiversité, notamment les plantes arthropodes. Il y a aussi des études qui montrent ça pour les oiseaux. Et j'avais déjà expliqué, il y a certains services écosystémiques comme le contrôle biologique ou la pollinisation qui sont liés à ça, qui sont aussi en train de diminuer. Et après, il y a aussi l'aspect perception paysagère, juste la perception par des touristes, par exemple. Le Luberon est quand même une zone qui est touristiquement intéressante, donc il y a pas mal. Le tourisme est un secteur économiquement important pour la région. En rouge, j'ai mis les parties qu'on analyse nous-mêmes dans nos projets, mais je ne peux pas présenter tout ça, donc je vais me limiter aux plantes et arthropodes. Pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans les vignes, j'ai préparé cette diapo-là. Donc, la végétation interrompt fournit les ressources pour plusieurs organismes, notamment le pollen et le nectar, ce qui est important pour les pollinisateurs. Et parmi les pollinisateurs, on a plusieurs organismes, plusieurs insectes notamment, qui interviennent aussi dans le contrôle biologique. Proies alternatives, ça veut dire les insectes, par exemple, qui représentent les proies alternatives pour les prédateurs qui peuvent manger normalement les ravageurs des cultures. Il y a la litière, donc la matière organique pour les organismes de sol, l'abri également pour certains organismes. Et ça peut augmenter le parasitisme des ravageurs des cultures. Ça, c'est en général le cas pour les agroécosystèmes. Donc, il y a certaines guêpes parasites, par exemple, qui pondent un œuf dans leur hôte et à l'intérieur de l'hôte, donc normalement le ravageur dans ce cas-là, il y a une larve qui se développe et ça finit toujours avec la mort de l'hôte. Et bien évidemment la prédation, donc que les ravageurs sont mangés par leurs prédateurs. Mais également la décomposition de la matière organique qui est favorisée par ces structures-là, donc une végétation d'interrompt. Ça, c'est au moins la théorie, l'hypothèse, et on a testé dans nos projets si ça fonctionne vraiment et quelles plantes peuvent favoriser ces services écosystémiques. Et le troisième objectif, c'était de chercher les possibilités d'améliorer les services en implantant la végétation souhaitée dans les interromps des vignes. Donc, d'abord, je vais parler un peu sur l'influence des enherbements interromps sur les arthropodes. Je parle toujours des arthropodes parce qu'on implique les araignées qui ne sont pas des insectes. Donc, ça, c'est peut-être pas très courant de parler des arthropodes. Donc, vous pouvez retenir ces insectes. Je simplifie un peu plus araignées dans notre système. Donc, c'est des projets qu'on a menés entre 2018 et 2020. On a également essayé d'identifier des groupes fonctionnels de la flore qui favorisent les prédateurs et les pollinisateurs, donc qui contribuent au service écosystémique. Et on a fait une petite enquête auprès des viticulteurs du Luberon sur les verrous de l'installation de la végétation interrompt. Et à la fin,
on est en train, donc ça c'est en cours, on est en train de tester les mélanges végétaux. En fait, c'est un seul mélange qu'on teste là, de haute diversité et ses effets sur la faune dans les vignobles et les services écosystémiques. Ça, c'est notre zone d'étude. On se trouve, pour ceux qui ne connaissent pas super bien le Luberon, un peu au sud-est d'Avignon. Donc, ça commence à peu près 50 km d'ici. Et pour la première partie, on est resté, bon, il y a des raisons pragmatiques, historiques, on est resté plutôt dans la partie sud du Luberon, entre Cucuran, globalement, là, et Grand-Bois, là. Et on a mené nos études sur une trentaine de parcelles. Donc la plupart est biologique. Donc on avait très peu de parcelles conventionnelles et on les a virées finalement pour l'analyse parce que ça a créé une certaine variation, ce qui est un peu compliqué pour l'analyse statistique. Et on a séparé nos parcelles en vignes sans végétation. Non, ce n'est pas juste en vignes avec un travail intégrant, ce qui limite largement la végétation. Il y a quand même un peu de végétation. On va voir ça tout de suite. Une pratique qui est assez courante, un enherbement 1 rang sur 2. On a impliqué, en parenthèse, aussi certains vignobles avec un enherbement 1 rang sur 3 et 1 rang sur 4. Et il y a aussi les vignobles qui sont totalement enherbés. On a fait des relevés floristiques, donc globalement, on a noté toutes les espèces végétales et leur recouvrement dans les petits quadrats. Et on a noté également le pourcentage de recouvrement des fleurs, concrètement. Et on a travaillé dans cette première partie, notamment avec les pièges pour capturer les arthropodes, donc les pièges collants dans les ceps pour capturer les insectes volants. Dans ce cas-là, je pense qu'on n'a pas d'autres arthropodes que des insectes. Et les peaux barbaires, c'est une technique standard pour capturer tout ce qui se balade sur le sol, donc ce qu'on appelle la faune épigée. Et on a fait un truc qui est un peu méchant. Donc on a utilisé les cartes de prédation. Ça, c'est de plus en plus courant pour avoir une idée sur le service réel. Donc on a utilisé les larves de mouches, de Lucilia. On les a mis vivants, on les a scotchés vivants sur une pièce de carton. Et après, on a attendu une demi-journée, voire une journée, pour noter la prédation. Donc, globalement, on a juste regardé si la larve était mangée ou pas. Et dans une étude un peu plus en détail, on a aussi regardé qui mange. Bon, ça, je vais sauter. Ça, c'est des détails sur le nombre de cartes. Pour la flore, bon, c'est un peu attendu. On a bien évidemment plus d'espèces dans des parcelles qui sont totalement enherbées, à noter quand même, qui, même dans des parcelles travaillées, ce n'est pas vraiment labouré, ce n'est pas tout à fait juste, hein, parce que le travail des intervenants, ce n'est pas un labour, c'est un travail plus superficiel et pas forcément retournant. Il y a quand même certaines espèces là, donc ce n'est pas zéro. Et ce qui peut être intéressant, donc il y a des grosses différences au niveau du recouvrement de la flore, mais il y a un peu moins de différences au niveau de la richesse spécifique, notamment entre enherbement en rang sur 2 et enherbement total, ce qui s'explique par le fait que apparemment laisser la végétation en rang sur 2, ça suffit presque pour garder toute la diversité des espèces qu'on peut potentiellement avoir dans les interrants des vignes par rapport à un enherbement total. Au niveau de la flore, je vais présenter juste des résultats très synthétiques parce qu'on avait des tonnes des insectes, des arthropodes dans nos pièges et c'était un sacré travail de tout identifier. Donc on n'a pas identifié les espèces vraiment, juste les groupes. Et ce qu'on peut trouver globalement, en rouge les effets qui sont plutôt négatifs et en vert les effets positifs. Ce qu'on a trouvé, c'est que
la richesse spécifique de la végétation interrang a un effet positif pour les pollinisateurs, notamment les abeilles sauvages, et un effet positif sur les prédateurs qu'on a trouvés dans les pièges barbaires. Et il y avait un effet plutôt négatif sur tout ce qui est phytophage. Phytophages sont des arthropodes qui mangent les plantes et qui sont potentiellement les ravageurs de culture. Par contre, on ne pouvait pas distinguer dans ces cas-là les arthropodes qui mangent vraiment les cultures, donc les vignes, et les phytophages qui se nourrissent de la végétation interrang. Donc voilà, ça c'est négatif pour les phytophages qu'on a trouvés dans les pièges barbaires et aussi sur les pièges collantes. Donc un effet positif de la végétation interrang globalement. Ce qui, scientifiquement, ce qui était intéressant pour nous, et une petite surprise, quand on a regardé les arthropodes qui ont mangé nos larves qu'on a scotchées sur les ceps de vigne, il y avait 80% des événements de prédation réalisés par les fourmis. Donc apparemment, les fourmis jouent quand même un rôle important dans la prédation. Et il y a notamment les espèces, il y a 3 espèces notamment, Campanotus vagus, Crematogastes cutellaris sur les ceps et Cataglyphus cursor au sol. Et ça, c'est notamment le cas pendant la journée. C'est la prédation diurne qui est plus importante. Et il y avait plus de prédation au sol. Ça, c'est aussi un peu normal parce que les fourmis se baladent notamment sur le sol. Et ce graphique est un peu plus compliqué, je vais vous expliquer vite fait. Donc ça, c'est la survie de nos larves de Lucia qui se trouvent dans les ceps de vigne. En vert, c'est les résultats de la survie pour la végétation, pour les parcelles totalement enherbées. Et en rouge, les parcelles qui ont été travaillées. Et on voit à chaque période dans la journée, il y a une survie inférieure dans des parcelles totalement enherbées. Ça veut dire la survie des larves de Lucilia est inférieure, et ça veut dire la prédation est plus importante, le service écosystémique de prédation qui est potentiellement positif pour le viticulteur est positif. Ensuite, on a en 2021, c'était un peu plus tard, à cause du Covid, on ne pouvait pas réaliser l'étude un an plus tôt. Donc c'est un peu un décalage, mais ce n'est pas grave. On a fait une enquête auprès de 12 viticulteurs dans les communes de Grand-Bois, Cucuran, Apt et Bonnieux. Donc ce n'est pas exactement la même zone d'étude parce que Apt et Bonnieux sont au nord du Luberon. On avait 7 viticultures bio et 5 conventionnels. Et tout le monde a déjà installé les enherbements. Donc c'est un peu biaisé. On n'avait pas des viticulteurs qui sont encore un peu réticents d'installation par rapport à l'installation des enherbements. Et on a d'abord demandé quelles sont les attentes positives, pourquoi ils ont réalisé les enherbements. Et il y avait globalement des réponses qui sont récurrentes ici, ça c'est le taux de réponse en fait, par rapport aux paramètres du sol. Donc l'aération du sol, un effet positif en évitant l'érosion, plus de matière organique, c'est coupé là, et la vie du sol. Les aspects de biodiversité qu'on analyse nous-mêmes un peu plus dans le projet étaient un peu moins cités. Donc ils sont au courant que ça a potentiellement aussi un effet positif sur les arthropodes, les insectes dans le système, mais ce n'est pas la raison principale pour eux d'installer la végétation interrang. Donc ça répète un peu ce que j'ai déjà dit, donc je vais sauter ça. Par rapport aux inconvénients qui peuvent être cités comme raison pour la réticence des viticulteurs d'installer la végétation interrang, il y avait notamment la concurrence hydrique, je pense, la présence des espèces indésirables, des plantes indésirables, donc les mauvaises herbes, et la concurrence hydrique qui est toujours citée comme problème, notamment en zone méditerranéenne. Et c'était surtout cité, ici ça s'est séparé entre couvert spontané et couvert semé, surtout cité pour un couvert spontané.
Donc les viticulteurs pensent qu'ils peuvent mieux gérer la compétition hydrique avec un couvert semé et aussi mieux gérer les espèces végétales nuisibles avec un couvert semé. Donc on a une démarche active. Par contre, ils sont bien au courant que ça rend la gestion des intrants plus chronophage et plus coûteuse. Et en plus, c'est difficile à mettre en place. Donc, on a souvent une mauvaise installation de la végétation intrant sur le long terme. Donc, nos expériences, c'est que, en fait, les espèces végétales qui sont semées, 2 ans, 3 ans après, on ne les voit plus parce qu'elles ne sont souvent pas super bien adaptées au climat de notre zone d'étude. Donc, on va faire un peu de conclusion pour cette partie-là. L'enherbement intrant a une influence positive sur la diversité et l'abondance des arthropodes dans les vignes. Et un effet plutôt négatif, ça c'est pas juste, désolé, je voulais corriger ça encore, mais il y a un effet négatif sur les phytophages et un effet positif sur les prédateurs, pollinisateurs et la prédation. Cette influence positive est notamment liée, je n'ai pas encore présenté les résultats, ça va venir plus tard, notamment un effet positif de la diversité de la flore et la quantité des fleurs nectarifères, donc des fleurs dans les intrants qui produisent du pollen et du nectar. Les prédateurs principaux qu'on a trouvés sur les cartes de prédation sont les fourmis. Et par rapport à notre enquête, les viticulteurs ont cité notamment comme effet positif un effet positif sur le sol, notamment en lien avec le passage des engins. Ça, je n'ai pas vraiment bien expliqué. Donc, surtout la fertilité et la résistance contre les effets négatifs du passage des engins et un peu moins la biodiversité. Et les inconvénients, les points qu'il faut améliorer, à leur avis, c'est la concurrence hydrique et la gestion des adventices. Ces résultats sont publiés dans des articles scientifiques. Donc, pour ceux qui s'intéressent un peu à ce côté scientifique, vous pouvez lire ça dans des revues. Je peux vous fournir les liens. Je passe à la deuxième partie, notre projet Life Weinadapt, qui est un peu plus large. Donc, c'est un projet Life international avec des partenaires en Allemagne, Autriche et Hongrie. Et l'idée globale, c'est de regarder comment on peut rendre la viticulture plus adaptée au changement climatique en utilisant la biodiversité. Donc ici, les lieux où se déroulent les études. Donc en Allemagne, c'est plutôt en Allemagne de l'Est, donc c'est la limite nord-est de la viticulture en Allemagne. En Autriche et en Hongrie, c'est les 2 régions, Eger et Tokaj. Et pour nous, ça c'est le Luberon en France. À chaque fois, dans chaque pays, on a un partenaire scientifique et un partenaire qui vient plutôt de la pratique agricole. Donc en France, c'est la coopérative viticole Marenon, que j'ai déjà cité comme partenaire pratique, et c'est nous pour le côté scientifique. Il y a 5 actions. Donc, il y a l'amélioration de l'enherbement intrant des vignobles pour accroître la biodiversité et augmenter la résilience de l'agroécosystème. Il y a aussi une action où on n'est pas impliqué. En rouge, j'ai mis les parties où on travaille, sur lesquelles on travaille. C'est le développement de gestion respectueuse de la biodiversité en remplaçant le glyphosate, donc les bioherbicides. L'action 3, c'est la même chose pour la fertilisation. Là, on n'est pas impliqué. Ce qu'on fait aussi, c'est regarder les effets de l'irrigation qui est de plus en plus courante dans notre secteur. Donc, dans le Luberon, ça a augmenté de quasiment 0% en 2000 à aujourd'hui 35%. Mais je ne peux pas présenter les résultats aujourd'hui parce que ça va exploser un peu la durée de ma présentation. Et il y a un peu le développement des indicateurs de biodiversité qui sont importants pour la gestion des vignobles. Les méthodes, donc on a utilisé globalement les méthodes un peu similaires. Donc pour la végétation, ça n'a pas changé, hein, c'est le protocole standard à gauche.
On a aussi utilisé ces cartes de prédation un peu méchantes. Et par contre, pour les arthropodes, on a changé un petit peu l'angle de l'attaque. Donc, on s'est concentré spécifiquement sur les arthropodes qui ont potentiellement un effet positif, soit biocontrôle, soit pollinisation. Donc, il y a les abeilles coccinelles, les adultes et les larves qu'on a analysées, les cirphes, les guêpes parasites, c'est des parasitoïdes qui pondent un œuf dans le corps des autres insectes, et les araignées, globalement les araignées crabes, qu'on appelle aussi tomises, qui sont des prédateurs importants dans le système. Donc on a réalisé une observation directe, on est resté juste 2 minutes à côté de nos placettes, 4 placettes par parcelle, et après on a passé à un coup de filet, donc 4 coups par placette pour regarder ce qui se trouve dans les filets après. Donc on a pris les échantillons, on les a analysés en laboratoire. La zone d'étude a changé un petit peu, on a impliqué les parcelles dans le nord et dans le sud de Livoran, et ça donne un total de 37 parcelles, ce qui est assez conséquent. De nouveau, des résultats un peu plus synthétiques pour éviter une présentation de 1000 figures. Donc globalement, l'objectif c'était en fait d'identifier les traits végétaux, donc les plantes si vous voulez, qu'on peut implanter dans les interrants pour améliorer les services de biocontrôle ou de pollinisation. Et on a testé le couvert des plantes nectarifères ou des fleurs, le couvert des graminées, le taux annuel vivace, donc pour regarder si la stabilité du système, s'il y a plus de vivaces, il y a plus de stabilité dans l'interrang, si ça change quelque chose. La richesse spécifique qu'on a impliquée, et le nectar extrafloral, là on a beaucoup hésité parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui présentent le nectar extrafloral. Juste pour vous donner une idée pourquoi on a fait ça, le nectar extrafloral est discuté comme très positif pour les parasitoïdes et les cirphes, parce que les parasitoïdes et les cirphes n'ont pas accès au nectar de beaucoup de fleurs qui sont trop grandes. Les pièces buccales des cirphes et parasitoïdes sont petites, et pour cela, c'est connu qu'ils se nourrissent beaucoup de nectar extrafloral, mais la flore autochtone de la région, je pense qu'on peut dire ça en général pour l'Europe, il n'y en a pas beaucoup de plantes avec un nectar extrafloral. Donc là, on n'avait quasiment pas d'effet. Ce qui était très positif, c'était toutes les fleurs avec du nectar, parce que c'est attractif, on imagine, pour plusieurs groupes d'arthropodes qui sont impliqués dans des services écosystémiques. Et la richesse spécifique a donné un signal très positif pour quasiment tous les groupes. C'est un peu étonnant qu'on n'a pas trouvé un effet positif des plantes nectarifères sur les abeilles. Donc voilà, ce sera discuté, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est explicable, mais c'est quand même un peu étonnant. Un effet plutôt négatif du couvert des graminées, qu'on peut expliquer par le fait que le plus de graminées dans le système, le plus important le couvert des graminées, le moins important le couvert des espèces végétales avec du nectar. C'est une corrélation inverse en fait. Ici, les graphes qui montrent que ça c'est comme ça. On a aussi un peu la puissance statistique, juste pour éviter que vous pensiez que je mets juste les flashs à gauche et à droite. Donc, il y a pour ces deux groupes, les coccinelles, larves et adultes, il y a un effet très positif, aussi avec une corrélation relativement forte. C'est pareil pour les parasitoïdes. C'est un peu moins le cas pour les tomises, c'est significatif, mais la relation reste quand même faible. Et j'avais promis d'expliquer pourquoi on analyse ces groupes d'araignées. En fait, c'est un groupe assez intéressant. C'est des araignées qui se cachent dans les fleurs. Donc, c'est logique que ces araignées dépendent de la présence des fleurs. Et après, ils utilisent leur cachette pour chasser les insectes qui se trouvent au niveau de l'inflorescence ou des fleurs en général.
Ça peut avoir un effet positif, parce qu'il y a beaucoup de ravageurs potentiels qui se trouvent au niveau des fleurs aussi, mais il y a éventuellement aussi un petit effet négatif, parce que les tomises, ça c'est un peu connu, se nourrissent aussi des pollinisateurs. Voilà, donc un rôle un peu ambigu de ces groupes d'arthropodes. La dernière partie que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est nos essais sur l'amélioration de la végétation inter-rang. Donc, nos objectifs, c'est un peu différent par rapport aux approches que, par exemple, la Chambre d'agriculture recommande dans notre région. C'est installer un enherbement inter-rang permanent, qu'il ne faut pas ressemer tout le temps, qui reste non perturbé par les travaux de sol pendant plusieurs années. Ça, c'est l'idée un petit peu. Et pour cela, on a développé avec une entreprise sémencière qui s'appelle Phytosem, basée à Gap, un mélange d'autres diversités qui, globalement, composé des espèces nectarifères. On a impliqué quelques graminées, 2 graminées, si je me souviens bien. Ah oui, c'est indiqué là. Donc 2 graminées. Et les plantains qui ne sont pas nectarifères, Plantain Coronopus et lanceolata, mais qui se développent bien, qui contribuent quand même à la diversité et qui assurent normalement un bon recouvrement du mélange. Important, donc Phytosem, c'est une des rares entreprises dans notre région qui propose les semences de la flore locale. Donc, les espèces qu'on trouve dans le secteur et les espèces qui ont vraiment poussé, ou les graines qu'ils ont récoltées vraiment dans la même région. Ce n'est pas exactement les mêmes conditions pédoclimatiques parce que leur zone de récolte de l'entreprise est plutôt le secteur de Sisteron, donc c'est un peu plus au nord, mais ça reste quand même un peu mieux d'une perspective écologique, prendre par exemple les plantains de l'Australie ou de l'Hongrie ou quelque chose comme ça, hein, ce qui est quand même encore assez courant dans les marchés des semences. On voulait comparer ça avec un sémi des graminées qui est assez courant dans la zone d'étude comme sémi permanent dans les interrangs, donc un mélange de fétuque et régras anglais. Mais ça n'a pas super bien marché, donc les recouvrements étaient trop faibles par rapport à la végétation spontanée. Donc la végétation spontanée était dominante. Pour cela, on appelle cette modalité végétation spontanée. Et la troisième modalité, santé partielle, sans semis et travaillé. Donc globalement, avec peu de végétation, ça c'est notre contrôle si vous voulez. Et au niveau de la flore, ça a quand même assez bien marché. Donc on a et là je présente les graphes pour montrer aussi la magnitude des effets. Donc on a plus des espèces dans les interrangs sémés avec le mélange de haute diversité que dans les interrangs avec la végétation spontanée. Et comme dans les premières études, le travail du sol dans les interrangs ne permet pas d'éliminer toutes les plantes, mais ça reste quand même relativement faible au niveau de la diversité et recouvrement. Et c'est la même chose pour le recouvrement en fleurs. Donc là, on a réussi d'augmenter le recouvrement des fleurs d'une façon assez importante par rapport à la végétation spontanée. Par contre, on a espéré que la différence est un peu plus importante. Donc il y avait aussi dans notre mélange un développement assez important de la flore spontanée. Et c'est un peu à voir si ça se reproduit les années prochaines. Donc là, ça c'est la moyenne des années 2022 et 2023. On voit un peu les effets sur les adventices, les espèces nuisibles. Donc c'est un effet positif sur Cynodon-dactylon, les chiandons pieds de poule, qui étaient indiqués par les viticulteurs du coin comme espèce nuisible, important. Mais il y a beaucoup de variations, donc c'est juste significatif entre les deux là.
Mais on n'arrive pas à un niveau, par exemple, des interrants travaillés qui permettent mieux de contrôler cette espèce-là. Et on n'a pas d'effet sur les régirants, qui cités par tout le monde comme espèce très problématique aussi, parce que ça résiste de plus en plus au traitement en glyphosate dans les intrants. Ces études, j'ai oublié de dire ça, ont été réalisées dans les parcelles conventionnelles dans le nord de Luberon. On a au total 15 parcelles, 5 fois 3 modalités. Et malheureusement, il n'y a pas d'effet significatif sur la faune auxiliaire que j'ai présenté avant. Donc, il y a un peu de tendance des effets positifs pour les parasitoïdes, les abeilles et les coccinelles, mais la différence est trop faible. On ne peut pas assurer ça d'une façon statistique. La seule chose au niveau des services écosystémiques qu'on pouvait assurer, c'est la prédation pendant la journée qui améliore dans les parcelles avec les mélanges de haute diversité par rapport à la végétation spontanée. Là, on n'a pas de contrôle des interrants travaillés. Bon, dernière diapo, l'avant-dernière. Donc, pour conclure sur cette partie-là, une végétation diversifiée des interrants avec un recouvrement important des fleurs nectarifères favorise la faune auxiliaire, notamment les coccinelles, les guêpes parasites et les araignées crabes, donc les tomises. Et par conséquent, la prédation des proies sentinelles, donc les cartes de prédation, comme service écosystémique, est également plus élevée si la végétation montre une diversité plus élevée ou plus de plantes nectarifères. Les semis du mélange haute diversité qu'on a développé avec l'entreprise sémencière permettent d'augmenter la richesse spécifique et le recouvrement des fleurs nectarifères. L'effet était positif sur une partie des espèces végétales nuisibles, mais pas trop sur la faune auxiliaire. Donc, il y a encore un travail à faire pour optimiser les mélanges. Il y a peut-être aussi la question si la gestion des interrants est un peu trop intensive dans nos parcelles. Donc, les interrants sont fauchés régulièrement, à peu près toutes les 4 semaines. Ça permet peut-être pas une expression assez importante de la flore qu'on a sémée. Voilà, ça c'est globalement les points qui sont à revoir pour les futures études. Donc j'aimerais remercier aux stagiaires, on a chaque année des stagiaires qui nous aident. Les co-auteurs, j'ai déjà cité, Olivier Blight, Émile Meloul et Léo. Les techniciens des CAF et de la coopérative Marenan. Et bien évidemment des viticulteurs. Bon, j'ai mis ça en pluriel, il y a un seul là, c'est Patrick Devaux, mais c'est lui qui nous a aidé le plus pour la mise en place de la dernière manip sur les tests d'enherbement. Et normalement, je voulais terminer ici, et je vois, si je regarde bien, il ne reste que 4 minutes. J'ai un petit film, une petite vidéo, mais je pense que ça va être un peu trop juste. Donc, pour éviter qu'on chope déjà du retard au début, je vous invite à regarder cette vidéo sur YouTube. Donc, si vous mettez Live Vine Adapt sur YouTube, ça c'est le nom de notre projet, vous trouvez cette vidéo. Malheureusement, il y a beaucoup de pubs qui viennent avec, sauf que vous avez un abonnement YouTube. Merci de votre attention.